Bienvenue dans ce top de fin d'année, comme d'habitude, meilleur film, meilleur album de l'année 2021 cette fois. Cette année j'ai écouté beaucoup d'albums, j'ai essayé d'aller le plus souvent au cinéma, c'était compliqué, je pense que c'est peut-être l'année au cours de laquelle je suis allé le moins au cinéma dans ma vie, mais j'ai essayé de voir le plus de films possible, donc on va en parler. Et on va pas perdre de temps en fait, on va commencer avec la 10e place des meilleurs films de l'année 2021. À la 10e place, on a donc le dernier Ghostbusters réalisé par Jason Reitman, Ghostbusters Afterlife. Ça peut paraître un peu étonnant, mais si j'ai souhaité parler de ce film, à la 10e place, c'était plus pour la symbolique qu'il représente, parce qu'il y a des films que j'ai préférés à Ghostbusters, des films comme Petite Maman, ou alors Amon-Ra, ou encore Minari, ou même Cry Macho de Clint Eastwood, que j'ai trouvé assez émouvant sous certains aspects. Mais si j'ai voulu parler de Ghostbusters, c'est aussi pour la symbolique qu'il renvoie. Donc c'est un film qui se passe très longtemps après les événements du premier et du deuxième. C'est réalisé par le fils Reitman, donc il y a une sorte d'héritage comme ça familial que je trouve intéressant. Et alors, je vais spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, donc vous pouvez avancer si vous voulez pas que je vous spoil. Mais en gros, le film s'appuie sur le décès dans la vraie vie et dans le film de l'acteur Harold Ramis. Harold Ramis qui a aussi réalisé le film Un jour sans fin, entre autres. Et il y a quelque chose de très émouvant comme ça qui poursuit tout le film. Et moi, ce que j'ai vu à travers ce film, c'est une façon de dire au revoir aux années 80 et 90. Le citron a vraiment été pressé ces dernières années. Toutes les grandes franchises qu'on a connues dans les années 80-90 ont été reprises. Il y a eu des séries comme Stranger Things. Donc vraiment, on a appuyé, on a pressé le citron. Et en fait, la fin du film est vraiment touchante dans la mesure où elle dit au revoir à Harold Ramis. Mais quelque part, j'ai eu le sentiment qu'elle disait aussi au revoir au film des années 80-90. En gros, pour moi, ce film, il veut dire, voilà, on a vraiment appuyé sur le côté nostalgie, et maintenant c'est terminé, passons à autre chose, quoi. Il est temps de dire au revoir aux années 80 et 90, et de se concentrer pardon, sur le présent, sur le futur. En ça, j'ai trouvé le film intéressant, surtout que je l'ai vu dans des conditions assez particulières parce que c'était une avant-première, il y avait que des fans de Ghostbusters, j'étais avec mon pote Guillaume, ils avaient fait venir la voiture du film, enfin une des voitures qui représente celle qu'on voit dans le film à l'entrée et tout, c'était hyper bienveillant, etc. Et en sortant de la salle, on était vraiment heureux d'avoir pu voir ce film. Du coup voilà, pour le côté un peu symbolique qu'il représente, je le mets à la 10e place. Il y a des films que j'ai préférés, mais je voulais en parler parce que déjà c'est rare de voir des films qui reprennent des grosses franchises qui sont plutôt réussis. C'est pas un grand film, mais il est réussi. Et aussi, voilà, j'ai eu le sentiment, comme je disais, qui disait un peu bye-bye à tout ça. Et pour moi, c'était une bonne façon de finir, même si j'attends des films comme Jurassic World qui vont arriver, etc. Mais voilà, je sais pas, je trouvais que c'était une bonne fin, ce Ghostbusters Afterlife. Donc 10e place. À la 9e place, à l'abordage de Guillaume Braque. Guillaume Braque, un réalisateur que j'aime beaucoup. Il me semble que par le passé, j'avais déjà placé un de ses films dans mes tops. Il faudrait que je remate ça. Et là, il sort un film qui s'appelle À l'abordage, qui raconte l'histoire de deux jeunes. Et un de ces deux jeunes rencontre une fille à Paris, fille qui doit repartir dans le sud le lendemain, et lui décide d'aller lui faire la surprise et d'aller dans le sud avec son pote, dans un camping, et de prendre une semaine de vacances juste pour poursuivre ce début d'idylle amoureuse avec cette fille, donc il va se passer pas mal de choses. Moi j'aime beaucoup le cinéma de Guillaume Braque parce que je trouve qu'il a quelque chose de très romérien, vraiment quand on aime le cinéma d'Eric Rohmer, on sent vraiment de ça dans les films de Guillaume Braque. C'est un cinéma simple, et moi j'avais découvert son cinéma avec un film qui s'appelle Un monde sans femme, qui avait un peu révélé Vincent Macaigne, et je trouve qu'il y a une certaine logique et une certaine cohérence dans tous ces films. Il y a vraiment une patte qui se dégage, et voilà, moi je suis toujours sensible à ces films, donc c'est la raison pour laquelle je voulais placer à l'abordage à la 9e place. Je crois qu'il est dispo sur YouTube, en tout cas moi je l'ai vu avec du retard, je l'avais vu sur YouTube, enfin on peut le louer. Mais il est d'ores et déjà disponible à la VOD. Donc pour ceux qui veulent découvrir son cinéma, ou pour ceux qui ont déjà aimé ses films d'avant, je vous conseille vraiment l'abordage, parce que c'est un très beau film. À la 8e place, The French Dispatch, réalisé et écrit par Wes Anderson, film que j'ai vu dans des conditions assez extraordinaires, parce que j'ai eu la chance de le voir au Festival de Cannes avec l'équipe du film, donc il y avait Benicio del Toro, Bill Murray, Tilda Swinton, il y avait pas mal de monde. Donc c'était très cool de le voir dans ces conditions, et j'ai été un peu abasourdi par la beauté de ce film, et surtout par sa finesse. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, la finesse de la composition des plans, la finesse de l'écriture. Et puis il y a aussi une sorte d'explosion d'images, d'explosion d'histoire, c'est assez impressionnant. On peut s'y perdre. Moi, il y avait quand même des moments dans le film où j'étais un peu perdu, mais quand je suis ressorti de la séance, j'avais eu le sentiment de voir quelque chose que je n'avais encore jamais vu auparavant. Et c'est, je pense, peut-être le meilleur film de Wes Anderson. En tout cas,
son film le plus complet et un peu son œuvre d'art. Il y a des films que je préfère de Wes Anderson, mais celui-là est vraiment complet et on a l'impression que c'est un film qui vient un peu couronner son cinéma parce qu'il y a vraiment tout et du coup je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va apporter par la suite parce qu'on a le sentiment que ce film vient un peu clore tout ce qu'il a pu faire auparavant et maintenant la question c'est comment il va pouvoir se réinventer après un film comme The French Dispatch qui était tout ce que représente son cinéma en fait, tout ce qu'il a essayé de mettre en place depuis ses premiers films, depuis Rushmore, etc. Et voilà, pour moi, c'est un peu l'aboutissement de son art. Et forcément, c'est un film qui a marqué l'année 2021 parce que tout simplement, des films comme ça, on n'a pas l'habitude d'en voir en fait. À la 7ème place, Benedetta de Paul Verhoeven, metteur en scène que j'admire. Ce film raconte l'histoire d'une jeune femme qui intègre un couvent et jeune femme qui, dit-on, accomplit des miracles depuis qu'elle est enfant. C'est un film qui interroge la croyance, forcément. Et c'est un film qui, et c'est ça que j'ai trouvé magnifique avec ce film, c'est qu'il, tel un funambule, il est sur un fil comme ça pendant tout le long, et en dessous, il y a le kitsch et le ridicule, et au-dessus, il y a le film génial. Et en fait, pendant tout le film, il est un peu comme ça entre les deux, on sait pas si c'est ridicule, on sait pas si c'est trop bien. Et au final, moi, j'ai trouvé ça trop bien. Je sais que c'est un film qui a pas mal divisé, surtout qu'en plus, il aborde un sujet pas évident, parce que il prend une religion comme ça, et puis il a tort, il a froisse, donc pour ceux qui sont religieux, ça doit pas être très évident à regarder comme film. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça, dans le style de Paul Verhoeven. Il a 83 ans et il continue de faire des films qui lui ressemblent. Parce que c'est provocateur, c'est pas mal brutal, ça franchit les limites en fait, et c'est ce qu'on aime avec le cinéma de Paul Verhoeven. Et moi j'ai été vraiment client, et vraiment pendant l'instant je pensais pas que, enfin sur l'instant quand j'ai vu le film, je pensais pas que c'était un film qui allait se retrouver dans mon classement en fin d'année. Et puis finalement, comme je l'ai dit, les mois aidants, je me suis dit en vrai, Benedetta, c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu en 2021. Donc raison pour laquelle je place ce film à la 7ème place. À la 6ème place, Nomadland de Chloé Zhao. Chloé Zhao que j'avais découvert avec un film qui s'appelle The Rider il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé, donc j'étais assez impatient de voir ce qu'elle allait nous proposer par la suite. Là, c'était un film plus ambitieux que The Rider, avec Frances McDormand qui est extraordinaire dans le film. Et c'est un film, dans mes souvenirs, que j'ai vu après de longues semaines sans être allé au cinéma parce que Covid, parce que tout ça. Et c'était à la réouverture des salles, dans mes souvenirs, c'était au début de l'année. C'était une grande salle, immense, c'était au Publicis. Et ce film m'a touché. Alors en gros, c'est l'histoire d'une femme, donc Frances McDormand, son personnage, l'histoire d'une femme qui vit sur la route et qui vit de petits boulots à droite à gauche. Et donc c'est une vie très précaire qu'elle a décidé de mener. Et le film nous montre des choses simples, nous montre le rapport qu'ont les gens à la nature, et surtout des choses simples en fait. Et c'est là où j'ai trouvé super intéressant, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où les choses sont de moins en moins simples, et notre rapport à la simplicité et à la nature, tout ça s'évanouit peu à peu. Et je me souviens que quand je suis sorti de la salle, déjà j'ai fait une sorte de longue marche comme ça, j'ai pas voulu prendre le métro tout de suite, j'ai voulu marcher un peu pour digérer le film, et en général quand je fais ça, c'est que le film a marqué. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais sur Insta et je suis tombé sur des reels qui étaient un peu idiots. Et en fait, tout m'a paru vraiment bête et futile. Et c'était un peu la force de ce film de se dire sur l'instant, en fait, il y a plein de choses débiles qui nous entourent au quotidien et puis on passe à côté de toutes les choses simples. Ça paraît un peu cliché dit comme ça, mais c'est ce que m'a fait ressentir ce film, et c'était un peu la puissance de ce film-là, de nous rappeler que les rapports entre les gens peuvent être juste simples et pas artificiels. Et je trouve que c'est là la plus grande victoire de Nomadland. À la 5ème place, Val, documentaire que j'ai trouvé extraordinaire, qui en gros retrace la carrière de Val Kilmer. Donc c'est comme un Tabs mais en 1000 fois mieux. D'autant plus que, et ça je l'ignorais, Val Kilmer a depuis son enfance filmé sa vie en fait. C'est-à-dire qu'il a accumulé des cartons et des cartons d'archives où il a filmé sa famille, ses proches, l'évolution de sa carrière. J'étais pas du tout au courant de ça et du coup j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc c'est très bien construit, et là où le documentaire est émouvant, c'est qu'aujourd'hui malheureusement Val Kilmer est atteint d'un cancer de la gorge, donc il peut pratiquement plus parler, il parle avec une voix robotisée. Je pense que c'est la seule œuvre pour laquelle j'ai pleuré cette année, que ce soit chez moi sur mon canapé ou au cinéma, parce que cet acteur avait été tellement beau, tellement bon, et puis la fin est tellement triste. Surtout qu'en plus, ce que nous apprend le documentaire, c'est que Val Kilmer, parfois on peut l'associer à des gros films comme Heat ou alors comme Top Gun,
mais c'est un type qui surtout voulait jouer des rôles classiques. Lui, il se revendiquait plus du théâtre au début, et en fait, c'est un peu le drame de sa vie, c'est que lui, il voulait jouer des rôles vraiment très sérieux, et puis il a un peu comme ça, bien malgré lui, malgré lui, il s'est retrouvé dans des films comme Top Gun, etc., des films grand public, et voilà, donc c'est entrecoupé d'images d'archives et d'images de maintenant, où on voit un peu ce que devient Val Kilmer. Et voilà, c'est très émouvant. Il y a la musique aussi qui est vraiment très belle. Ils ont fait appel à des compositeurs et aussi à des chanteurs un peu folk pour accompagner certains moments. Et voilà, ça donne envie de revoir tous les films de Val Kilmer. Et surtout, ça crée une vraie empathie. Alors, bien évidemment, c'est raconté du point de vue de Val Kilmer, parce que je crois même que c'est son fils qui parle et qui fait la voix off du docu. Donc parfois ça parle de sa vie intime avec sa femme, etc., de son divorce, donc on se doute bien que c'est raconté du côté de Val Kilmer. Toujours est-il que moi j'ai trouvé ça hyper émouvant, ça a fonctionné sur moi, et c'est un des films que j'ai préféré cette année, et je sais pas s'il est... Alors, je crois qu'il est sur Prime Video, mais je sais pas s'il est encore sorti. Moi j'ai eu la chance de le voir à Cannes encore une fois, et peut-être qu'il sort au début de l'année, ou peut-être qu'il est déjà sorti, il faudrait checker. Mais en tout cas, je vous conseille à fond ce documentaire. À la 4e place, Julie en 12 chapitres de Joachim Trier. Film que j'ai eu la chance... Alors, on va croire que tous mes films ont été vus à Cannes, mais c'est vrai qu'à Cannes, j'en ai profité pour voir énormément de films, j'ai eu cette chance-là. Et encore une fois, ce film, je l'ai vu dans des conditions extraordinaires, parce qu'il y avait l'équipe du film qui était là. Et surtout, il y avait un truc qui était hyper émouvant, c'est que à la fin du film... C'est souvent ce qui arrive avec les films à Cannes, il y a l'équipe qui se lève à la fin, puis il y a toute la salle qui les applaudit, etc. Puis il y a un gros plan sur eux, nous on peut voir sur l'écran géant la réaction de l'équipe du film. Et puis ils étaient en train de pleurer, ils avaient les larmes aux yeux, etc. Et c'était assez émouvant de voir ces gens qui voyaient comme ça toutes ces personnes réagir à leur film de façon positive. Et Julien 12 chapitres, ça raconte l'histoire d'une femme dans la vingtaine et de ses tergiversations amoureuses et professionnelles. Et surtout, moi, ce que j'aimais avec ce film, c'est qu'il s'appuie sur un sujet qui est ce passage entre la vingtaine et la trentaine, en fait. Ce passage entre on est encore jeune, on est encore un peu adolescent, et puis on devient peu à peu adulte. Et c'est très bien construit, très bien raconté. Et il y a des passages que j'ai trouvé vraiment émouvants. Alors, c'est pas vraiment un spoil, mais pour ceux qui ont lu le film... Il y a une sorte de tirade d'un des personnages principaux à la fin du film. J'allais dire des mots-clés, mais en fait, j'ai pas envie de spoil. Mais en gros, il y a tout un passage sur l'attachement qu'ont les gens à l'objet, au temps qui passe, à la peur de mourir. Tous ces sujets-là qui, moi, me fascinent et me concernent aussi. Donc ce film aborde un peu tout ça, et je l'ai trouvé vraiment intelligemment écrit, doux, drôle aussi par moments. Donc voilà, très grosse révélation ce film. Pendant très longtemps, ça a été mon film préféré de l'année 2021. Mais il y en a 3 qui ont surpassé Julie en 12 chapitres, et on va les aborder maintenant, le podium, avec la 3e place. À la 3e place, Drive My Car, film qui était présenté à Cannes, mais que je n'ai pas vu là-bas, que j'ai vu il y a quelques semaines seulement, un peu en retard, parce qu'il est encore en salle, en tout cas à Paris. Et film que j'ai trouvé magnifique et qui raconte l'histoire d'un acteur, metteur en scène, qui en l'espace d'une semaine va apprendre qu'il a un glaucome à l'œil gauche, glaucome qu'on ne peut soigner, et qui probablement va le pousser à devenir aveugle plus tard. Il va apprendre que sa femme le trompe, tout ça en l'espace de vraiment une semaine. Et après, quelques jours plus tard, va découvrir que cette même femme est morte, inconsciente, sur le sol, une fois rentrée chez lui. Donc ça fait beaucoup une semaine. Là, on pourrait croire que je vous ai spoilé tout le film. Sauf que ça, c'est les 30-40 premières minutes, et le générique de début du film, il arrive seulement à la 30e ou 40e minute. Dans mes souvenirs, c'est la première fois que je vois ça, un générique de début qui arrive aussi tard. Et là, c'est comme une autre histoire qui commence, où en gros, c'est 2 ans plus tard, et il doit mettre en scène une pièce de théâtre à Hiroshima. Et là-bas, il n'a pas le droit de conduire sa voiture pour des raisons d'assurance. Et on va lui attribuer une chauffeuse, lui qui déteste être conduit. Et puis, il va se nouer comme ça une relation... tout en intimité avec cette chauffeuse au fur et à mesure du film. Et c'est un film qui parle de vie brisée, c'est un film qui parle de deuil, de comment vivre après un deuil. Et aussi, j'ai trouvé que c'était un film qui parlait des masques qu'on s'attribue très souvent. Et d'ailleurs, c'est en ça que je trouve ça intelligent de placer l'intrigue dans un univers de théâtre, parce que très souvent, on utilise des masques, on essaie d'être d'autres personnes, on essaie de se convaincre qu'on doit agir de telle façon, sans pour autant... agir librement ou comme on le voudrait. Et voilà, on utilise des masques en permanence, et
Et c'est ce qui se passe un peu dans le film, et j'ai trouvé ça très intelligent, très émouvant. Ça dure plus de 3 heures, donc il faut vraiment être investi dans le film. Mais voilà, c'est un film qui m'a marqué, un film auquel j'ai repensé plusieurs jours durant, après l'avoir vu, et ça c'est souvent bon signe. Donc Drive My Car, 3ème place. À la 2ème place, Memoria, un film qui m'a vraiment marqué pour son expérience sensorielle et expérimentale, je dirais. C'est drôle parce qu'il y a quelques années, en fait, je m'étais fait une réflexion et je m'étais dit que deviennent l'accumulation de souvenirs qui ont été créés dans l'histoire de l'humanité. Il y a des milliards et des milliards de personnes qui ont vécu sur cette terre et qui ont accumulé des histoires, des souvenirs. Mais suite à leur mort, ces souvenirs ont disparu ou se sont évanouis comme ça. Et pourtant, ils étaient là. Alors, ils sont là visuellement parfois quand on marche dans la rue, parce que ça peut être des immeubles, l'architecture, des statues, ce qu'on voit, ce qu'on sait dans les livres d'histoire. Mais la majeure partie des histoires, finalement, ont disparu à jamais avec les morts, en fait. Et ça, c'est un sujet qui me fascine. Et quelque part, c'est un peu le sujet du film, Memoria, puisque ça suit le personnage de Tilda Swinton qui entend des sons, parce que c'est sensoriel, parce que c'est un film qui est aussi basé beaucoup sur des sons qu'on entend, et elle, en fait, elle entend des sons, un son, en tout cas, un son sourd, comme une porte qu'on claque. C'était pas du tout le son que je viens de faire. Et en fait, elle essaie de comprendre d'où vient ce son. Et en fait, au fur et à mesure du film, on va comprendre que ce son vient d'ailleurs, vient d'autre part. J'ai pas vraiment envie de spoiler. C'est un film qui consiste en plusieurs plans fixes. Ça dure assez longtemps. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait une scène dans A Ghost Story qui avait fait beaucoup parler, où on voyait le personnage en train de manger une tarte pendant de longues minutes. Là, il y a une scène un peu comme ça, où on voit un personnage en train de dormir sur l'herbe, et ça dure presque 10-15 minutes comme ça, c'est assez interminable. Mais c'est un film, voilà, qui est exigeant, il faut accepter de se laisser porter par ce film. Soit on déteste, soit on adore. Moi, j'ai adoré parce que c'est une véritable expérience de cinéma, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu placer Memoria à la 2ème place. Et enfin, à la 1ère place, First Cow de Kelly Reichardt. Kelly Reichardt, j'en ai très souvent parlé, c'est probablement ma réalisatrice préférée, et on en avait parlé dans le podcast, pour ceux qui suivent le podcast We Love TFTC, parce qu'on a eu la chance de la recevoir et de lui poser des questions. Kelly Reichardt, c'était un véritable honneur. Et First Cow, c'est l'histoire... c'est un film qui parle du capitalisme, mais pas que. C'est un film surtout qui parle d'amitié et d'entraide. C'est l'histoire de 2 hommes qui préparent des gâteaux. En fait, c'est drôle parce que ça peut être un film comme ça qui peut se résumer à ça. C'est des hommes qui font des gâteaux. Donc on se dit, pourquoi aller voir un film sur des hommes qui font des gâteaux? Ça n'a pas l'air passionnant. Mais en tout cas, ça raconte l'histoire d'une vache qui arrive dans l'Oregon. C'est la première vache qui arrive dans ce village-là. Et en fait, eux, ils vont voler le lait de cette vache pour faire des gâteaux et ensuite les vendre. Parce qu'avec du lait, forcément, les gâteaux sont meilleurs, et puis les gâteaux se vendent. Sauf qu'ils font ça illégalement, et ils ont peur de se faire choper parce qu'ils vont récupérer le lait dans la propriété de quelqu'un d'important dans le village. Et voilà, et comme je disais, c'est un film qui parle surtout d'amitié. Et j'ai trouvé ça très doux, en fait. J'ai trouvé ça très beau, très doux. Il y a la musique de William Tyler qui est extraordinaire dedans, c'est juste de la guitare. D'ailleurs, j'aurais pu placer l'album de William Tyler dans les meilleurs albums de 2021, mais je préfère en parler là maintenant. Et puis voilà, encore une fois, tout à l'heure, je parlais de cohérence dans le cinéma de Guillaume Braque. C'est un peu la même chose pour le cinéma de Kelly Reichardt. Il y a une vraie cohérence dans ce qu'elle propose depuis le début. Et pour moi, First Cow, c'est un de ses meilleurs films. C'est un film qui, comme certains que j'ai pu citer précédemment, m'a accompagné pas mal de temps. Et puis moi, j'écoute beaucoup la BO du film, donc je suis vraiment dedans depuis que je l'ai vu il y a quelques mois. Et puis voilà, j'ai trouvé ça sublime, comme la plupart des films de Kelly Reichardt. Donc si vous ne connaissez pas son cinéma, encore une fois, je vous conseille de vous plonger dedans. Donc voilà, en préparant mon classement, j'ai mélangé un peu tous les films, et First Cow pour moi était le plus beau film que j'ai vu cette année. Ce n'est que mon avis, bien évidemment, mais en tout cas, si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille ardemment. Et maintenant, on peut passer aux meilleurs albums de l'année 2021. À la 10ème place, le dernier album de Claire Rousset. Et Claire Rousset, c'est une artiste que j'ai découvert cette année. On va dire que c'est un mix entre de l'ambiante et des bruits de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans certains sons, on va entendre, je sais pas, une bûche qui brûle. On va entendre le son de la pluie. On va entendre des enfants qui jouent dehors. On va entendre le bruit
d'une machine à écrire, et tout ça va être accompagné de sons un peu ambiantes. Et du coup, il y a une sorte de expérience immersive qui est assez intéressante. Moi, parfois, j'écoute ça dans la rue, et en fait, j'écoute tous ces bruits. Et puis d'un coup, il y a une musique qui arrive, et en fait, je me souviens que je suis en train d'écouter de la musique. Du coup, ça me plonge dans une ambiance, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Du coup, Claire Rousset, 10e place. À la 9e place, Music for Living Spaces de Greenhouse. J'ai découvert ça l'année dernière, Greenhouse, et j'ai écouté tous les albums, je trouve ça magnifique. Encore une fois, c'est de l'ambiance. Alors, c'est un genre musical que j'aime beaucoup. Et là, en l'occurrence, c'est un peu différent des autres parce que parfois, il va y avoir des sonorités, des ambiances un peu japanisantes. C'est vraiment très beau. Et pour ceux qui aiment ce genre de musique, je peux vous conseiller aussi plein d'albums que j'ai écoutés cette année parce que il y a eu aussi le dernier album de Explosion in the Sky. Alors, c'est un peu du post-rock mélangé à de l'ambiance, mais ça se rapproche un peu quand même. Il y a aussi Fubutsushi, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert aussi en 2021. Et un artiste qui avait sorti un album en 2020 et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anne Levine. J'ai écouté ça en boucle. Je vous mettrai les références. D'ailleurs, sachez que tous les sons que je vais placer aujourd'hui dans les albums, comme chaque année, je vais vous faire une playlist Spotify que je mettrai dans la description et sur Insta, sur Twitter. Comme ça, vous pourrez écouter tous les sons dont je parle actuellement, parce que malheureusement, je peux pas vous faire écouter. J'aimerais vous faire écouter les sons, mais sinon, ça va bloquer la vidéo, hélas. En tout cas, Greenhouse, 9e place. À la 8e place, le dernier album de Sun Kill Moon, qui est hyper prolifique, Marc Kozelek, qui sort pas mal de choses souvent dans une année. Et là, cette fois, il y a ce projet-là. Alors, vous connaissez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mon amour pour Marc Kozelek. C'est pas mon album préféré de Sun Kill Moon, mais il y a quand même des sons comme October Blues, Spain ou encore Snowbone qui ressortent du lot et qui sont formidables. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, déjà, moi, je trouve ça très beau, mais surtout très souvent de la musique parlée, c'est-à-dire qu'il va raconter des histoires. Pour moi, Marc Kozelek ou Sun Kill Moon, c'est vraiment des titres qui s'écoutent en lisant les lyrics en même temps. Par exemple, dans la chanson Spain, il va expliquer à quel point l'Espagne lui manque et que ses amis espagnols lui manquent, lui qui a souvent fait des tournées là-bas, etc. Dans certaines chansons, il va expliquer son rapport à l'enfance. C'est très souvent nostalgique, très souvent mélancolique. Moi, c'est un truc qui me touche beaucoup. Et puis voilà, je me suis dit, bon, mais pas encore Sun Kill Moon ou Marc Kozelek dans un classement. Mais en fait, je l'adore, en fait, je peux m'en empêcher. Donc, Sun Kill Moon, 8e place. À la 7e place, le dernier album de Euphoria Again. J'ai découvert ça il y a 2 ans. C'est très beau, c'est un peu lo-fi, un peu folk, mais pas seulement. Il y a aussi des sons un peu plus entraînants, un peu plus produits. Et puis voilà, c'était une petite surprise parce que il faisait des sons un peu minimalistes au départ, et puis là, il a sorti quelque chose d'un peu plus complet. Donc, 7e place pour Euphoria Again. À la 6e place, le dernier album de Pinegrove. Pinegrove, je crois que je l'avais déjà placé dans un de mes derniers classements, peut-être 2019 ou 2020. Là, il persiste et Sins, ce qu'ils font, c'est toujours aussi bon. Là, en fait, en faisant le classement de mes meilleurs albums pour 2021, j'écoutais un peu tout ce que j'ai écouté sur Spotify cette année. Et en fait, je pensais pas les mettre, et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait 6-7 titres comme ça qui ressortaient et que j'écoutais encore en boucle sans me lasser. Et c'est un peu la force de Pinegrove, surtout que parfois ils peuvent faire du rock, je dirais pas agressif, mais un peu plus vénère, et parfois des musiques beaucoup plus folk avec juste de la guitare, etc. Donc il y a un mix que je trouve intéressant, que je trouve très beau. Et puis surtout, c'est un groupe qui joue avec entre guillemets des vrais instruments, c'est-à-dire qu'on sent vraiment la batterie, la guitare, etc. Donc il y a un truc un peu à l'ancienne qui me plaît. Et donc voilà, Pinegrove, 6e place. À la 5e place, le dernier album de Kings of Convenience. Et là, c'était vraiment un événement parce que ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas sorti d'album. Kings of Convenience, c'est vraiment une partie de la fin de mon adolescence, parce que quand j'avais 18-20 ans, j'écoutais ça à fond. Ça a vraiment accompagné mes premières relations amoureuses, mes premiers chagrins d'amour, etc. Donc même la première fois où je suis allé vivre à Paris quand j'avais 20 ans, 21 ans, j'écoutais à fond Kings of Convenience, donc c'est vraiment une partie de ma vie. Et là, qu'ils reviennent, je trouvais ça formidable. Et surtout, ce que j'ai trouvé dingue, c'est que dans leur album, les sons, c'est des sons qui auraient pu sortir vraiment en 2002 ou en 2003. Donc c'était vraiment une expérience temporelle que j'ai vécue avec Kings of Convenience, parce que j'ai l'impression de revenir dans le passé en les écoutant. Et c'est toujours aussi beau. Très souvent, c'est de la guitare-voix avec des voix très douces. Il y a vraiment une ambiance très scandinave, etc. Voilà, je trouve ça magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas Kings of Convenience, c'est vraiment écouter ça à fond, parce que c'est tout simplement très beau. À la 4e place, John Mayer. Je m'attendais pas un jour à parler de John Mayer dans un top, parce que je pense pas être la cible de ce qu'il fait. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment écouté ses albums. Le seul album que j'ai écouté de lui, c'est l'album qu'il a sorti cette année, et c'est un album un peu expérimental, parce que c'est un album qu'on pourrait qualifier d'album hommage. Il a voulu sortir des sons
dans l'ambiance des années 70-80, donc dans ces titres on ressent vraiment les guitares de Dire Straits ou alors les rythmiques de Toto, donc il s'en est vraiment inspiré, sauf que c'est pas simplement un disque hommage, c'est vraiment un vrai disque avec des vrais tubes, avec des vraies chansons qui sont géniales tout simplement, donc des chansons qui pour moi auraient pu être des énormes cartons dans les années 70-80, donc là, l'époque a changé, donc je crois d'ailleurs que son album marche pas mal, mais il aurait vraiment cartonné dans les années 70-80. Moi, ça a accompagné tout mon été, des chansons comme Wild Blue, etc., Let's Train Home. J'ai trouvé ça incroyable, j'ai été vraiment bluffé par cet album. Donc j'ai découvert John Mayer à travers cet album-là, et voilà, je suis tout simplement épaté par ce qu'il fait, je trouve ça trop bien, et je vais peut-être me lancer sur ses autres albums. Je pense pas que ce sera trop ma cam, mais je vais quand même écouter du coup par curiosité. Mais en tout cas, celui-là, il a vraiment accompagné mon été, mon année, et là, je l'ai réécouté pour préparer ce classement, et ça y est, je suis reparti comme en été, j'écoute ça en boucle, etc. C'est trop bien. C'est vraiment un de mes albums préférés cette année, voilà. Bravo John Mayer. À la troisième place, Fog Lake, le dernier album. La dernière fois, je me faisais la réflexion et je me disais que Fog Lake, c'est peut-être l'artiste que voilà, je préfère depuis 3-4 ans. Tout ce qu'il fait, j'adore. C'est du lo-fi, encore une fois, mais vraiment émouvant, vraiment beau. Ça m'inspire beaucoup quand j'écris, quand j'imagine des choses, etc. C'est vraiment un artiste qui quelque part, m'aide à penser à des trucs, à réfléchir, à inventer. Donc voilà, je trouve ça sublime. Écoutez, si vous ne connaissez pas, je pense que peu de gens connaissent parce qu'il est vraiment genre un peu obscur. Mais en tout cas, c'est juste extraordinairement beau. Voilà. À la deuxième place, Cassandra Jenkins. J'ai découvert ça cette année, j'ai trouvé ça extraordinaire. Très longtemps, je me suis demandé si ça allait pas être le meilleur album pour cette vidéo. Finalement, non. Mais voilà, je trouve ça d'une intelligence et d'une beauté assez folle. Il y a beaucoup d'instruments qui viennent rythmer son album, et surtout, c'est un peu comme Marco Zelek dans le sens où ses chansons s'écoutent en écoutant les lyrics, enfin en lisant les lyrics, pardon. Et en l'occurrence, il y a une chanson qui s'appelle Hard Drive, et c'est là que ça fait une sorte de pont, ça crée un pont avec le film Memoria dont je parlais tout à l'heure. C'est que dans cette chanson Hard Drive, elle raconte que, elle fait plusieurs jeux de mots sur l'expression Hard Drive, qui veut dire disque dur en français. Et en gros, elle explique que notre cerveau est un disque dur et que c'est sa seule fonction, etc. Machin. Et ça, c'est un sujet qui est abordé dans le film Memoria, où le type dit que notre cerveau est un disque dur et tout. Et il y a tout un truc intéressant à développer autour de ça. Je trouve ça cool. Et puis voilà, pratiquement toutes les chansons sont belles. C'est complet, c'est riche, c'est vraiment maîtrisé. On pourrait croire que c'est l'album d'une artiste qui est là depuis 15-20 ans et qui vient couronner un peu son travail. Or, elle, c'est un peu le début. Donc voilà, c'est bluffant d'intelligence et de beauté. Voilà. Et enfin, à la première place, l'album Shade de Grouper. Grouper, encore une fois, si vous me suivez, vous savez que c'est avec Sun Kil Moon, mon artiste préféré. Et là, elle a sorti un album. Ça faisait longtemps que j'attendais qu'elle ressorte un album. Et encore une fois, c'est juste magnifique. Voilà, c'est un peu de l'ambiance, un peu de la folk, parce que c'est pas simplement des sons comme ça, sans parole. Il y a aussi des chants, il y a aussi des lyrics. Mais voilà, c'est juste touchant. C'est une des rares artistes qui, à chaque fois que je vais dans un pays étranger ou que je vais dans un endroit que je connais pas, ce que je fais, c'est que je me balade dans les rues et je mets Grouper dans mes écouteurs et puis j'écoute ça, puis je me perds au hasard des rues. C'est vraiment une des rares artistes avec qui j'ai envie de faire ça parce que ces chansons te donnent envie de juste penser à autre chose et de te perdre. C'est beau, voilà, tout simplement. Pour moi, ça ne pouvait pas être autre chose que Grouper en numéro 1 cette année. Donc écoutez cet album. Si vous ne connaissez pas Grouper, écoutez ses autres albums. C'est juste formidable. Voilà, j'espère que ces classements vont vous donner envie d'écouter des albums, de découvrir des films. Parce que finalement, quand j'écris en miniature top 10 meilleurs albums 2021, etc., en vrai, c'est un prétexte pour vous donner envie de découvrir des choses que j'ai aimées et que j'estime être recommandables. Voilà. Donc voilà, j'espère que certains titres vont vous plaire dans tout ce que j'ai pu citer. Également, je vous remercie d'être encore là en 2021. Il s'est passé plein de choses cette année. Il y a eu la sortie du livre, il y a eu des nouveaux concepts de vidéos, il y a eu le merge TFTC, il y a eu We Love TFTC qui de plus en plus devient un podcast écouté. Donc voilà, je voudrais vous remercier pour tout ça. C'est trop cool de vous avoir avec moi, avec nous. Donc voilà, il va se passer plein de choses en 2022. Je prépare des choses encore une fois différentes qui j'espère vous plairont. Et je vous souhaite à tous une bonne année et on se retrouve bientôt pour un Tabs, pour un Split et pour plein d'autres projets. Voilà, je vous aime beaucoup et à bientôt.